Mesdames et messieurs, bonjour, je suis tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de jeter un coup d'œil sur les grands efforts déployés par l'Égypte et sur la scène africaine dans plusieurs domaines. Et très rapidement, je dois vous rappeler que dans la deuxième partie de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur les différentes dimensions de la conférence de Paris, sur la Libye et... si on va parler de la Libye, des voies des bombardements, des voies des artilleries, aux voies des électeurs, aux voies de bulletins de vote aux urnes. Donc, est-ce que la Libye se dirige de plus en plus vers la stabilité? Est-ce que les élections représentent actuellement un instrument pour sortir la Libye de la crise du chaos dans lequel se trouve actuellement le pays? Donc, c'est ce qu'on va savoir à travers les analyses de notre invité de Marc qui va être avec nous à travers la ligne de la TV internationale. Mais justement, nous devons commencer par ce reportage plutôt. En fait, le candidat égyptien, l'ambassadeur Ahmad Fathal, a été élu membre de la Commission de droit international de 2023 à 2027 en obtenant 159 voix lors des élections organisées au siège des Nations Unies à New York. La victoire du candidat égyptien et représentant de l'Afrique confirme la place dont jouit l'Égypte au sein de la communauté internationale. Les explications tout de suite. Le candidat égyptien, l'ambassadeur Ahmad Fathal, a été élu membre de la Commission du droit international de 2023 à 2027 en obtenant 159 voix lors des élections organisées au siège des Nations Unies à New York. La victoire du candidat égyptien et représentant de l'Afrique confirme la place dont jouit l'Égypte au sein de la communauté internationale et pointe les cadres égyptiens capables d'apporter les contributions positives dans plusieurs domaines, dont la codification et le développement du droit international. C'est ce qu'a affirmé le délégué permanent de l'Égypte auprès des Nations Unies, Oussem Abdelkhair, dans un communiqué publié par la mission permanente de l'Égypte à New York sur sa page officielle de Facebook. Il a expliqué que l'Égypte, en tant que l'un des pays fondateurs des Nations Unies, tient toujours à contribuer au renforcement du principe de l'état de droit au niveau international. Et le délégué d'ajouter que les dernières semaines avaient connu des efforts intenses menés par le ministère des Affaires étrangères, leurs ambassades égyptiennes à l'étranger et la mission permanente auprès des Nations Unies à New York pour obtenir des voix nécessaires aux candidats égyptiens. La commission comprend 34 experts possédant de qualifications et d'expériences académiques et pratiques exceptionnelles dans le domaine du droit international. La candidature égyptienne à la commission s'inscrit dans le cadre de la volonté de l'Égypte de contribuer en permanence aux efforts internationaux de codification et de développement du droit international, une question à laquelle l'Égypte a toujours attaché une grande importance à travers une participation active et efficace aux travaux de la Commission du droit international depuis sa création en 1947. C'était donc l'appel à la prière dans Zohr ou de midi, selon l'heure locale du Caire, à partir de la mosquée Al-Fattah Al-Alim qui se trouve dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. De retour donc aux actualités africaines et avec, ou plutôt en tête de ces activités africaines, c'est bien sûr ces efforts égyptiens. Au niveau africain, cette fois-ci, je dois vous laisser avec ce reportage qui va vous présenter une nouvelle sur, bien sûr, sur l'ambassadeur Soura Gendi, ministre adjoint des Affaires étrangères, chargé de la direction et des organisations des rassemblements africains, qui a présidé la délégation égyptienne participant aux travaux de la 17e réunion du Conseil de paix et de sécurité du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA.
L'ambassadrice Soha Guendi, ministre adjointe des Affaires étrangères chargée de la direction des organisations et des rassemblements africains, a présidé la délégation égyptienne participant aux travaux de la 17e réunion du Conseil de paix et de sécurité du marché commun de l'Afrique orientale et australe qui s'est tenue via vidéoconférence. Ceci est intervenu dans le cadre des réunions préparatoires à l'accueil par l'Égypte du 21e sommet du COMESA ce mois à Sharm el-Sheikh. La réunion a abordé les diverses questions liées au développement en matière de paix et de sécurité pour les États membres du COMESA, ainsi que des rapports sur un certain nombre de questions liées aux mécanismes d'alerte précoce, aux efforts de médiation, à la sécurité maritime et à la reconstruction après les conflits. Madame Guendi a affirmé le souci de l'Égypte de soutenir la sécurité et la stabilité dans tous les pays du COMESA et l'importance de la solidarité entre ces pays pour faire face à tous les défis sécuritaires auxquels elle est confrontée, notamment les conflits armés, le terrorisme et le dérèglement climatique. Elle a également souligné que l'Égypte n'épargnerait aucun effort au cours de sa prochaine présidence du COMESA pour atteindre ses objectifs et rejoindre aux aspirations de ces peuples à la paix, au développement et à la prospérité. Donc, avant de commencer notre discussion, je dois vous laisser également avec ce reportage qui va vous donner plus d'informations sur l'Égypte et qui va accueillir officiellement la prochaine conférence de COP 27 à Sharm el-Sheikh. L'Égypte accueillera officiellement la prochaine conférence des parties de la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques COP27 à Sharm el-Sheikh en 2022, après que la sélection de l'Égypte a été annoncée lors de l'actuelle COP26 tenue à Glasgow. Dans son allocution à la conférence de Glasgow, la ministre de l'Environnement, Dr Yasmine Foued, a remercié toutes les délégations, en particulier les parties africaines, pour leur confiance et leur soutien à l'accueil par l'Égypte de la prochaine conférence des parties COP27. La ministre a évoqué le message que le président Abdel Fattah el-Sisi avait adressé aux dirigeants mondiaux le 1er novembre à Glasgow, dans lequel il avait souligné que la COP27 sera une véritable conférence africaine pour progresser dans les domaines prioritaires tels que le financement climatique, l'adaptation et les pertes et dommages. L'envoyé spécial des États-Unis pour le climat, John Kerry, s'est félicité de la tenue de la COP27 l'année prochaine en Égypte au nom de l'Afrique, ce qui sera très utile pour le dossier des changements climatiques et répondra aux ambitions de développement des pays africains. Donc, le président Abdel Fattah el-Sisi est venu à Paris pour parler stabilité et sécurité du peuple libyen. Il y avait bien sûr des messages présidentiels très importants au sein de ce rassemblement. Au cours de la conférence de Paris sur la Libye qui s'est tenue dans la capitale française vendredi dernier. Monsieur le Président était là-bas pour parler souveraineté et indépendance des institutions libyennes, surtout pour parler de la nécessité de la non-ingérence dans les affaires libyennes. Et tout le monde était à l'écoute de ce que disait le président Sisi et de ce qui est toujours répété par le président. C'est ce qu'a, en fait, si je peux dire, c'est l'écho qu'on a pu trouver dans la presse égyptienne, dans la presse nationale, en réaction de cette participation active de la part du président Abdel Fattah el-Sisi au cours de cette conférence de Paris sur la Libye. Donc, pour avoir plus d'explications, nous avons actuellement en ligne de la TV internationale Monsieur Hani Abdelaziz, c'est un analyste politique, mais aussi ex-sous-secrétaire au sein des Nations Unies. Monsieur Hani Abdelaziz, vous êtes toujours le bienvenu sur la TV internationale. Merci bien, monsieur. Merci beaucoup. Donc, à quel point vous trouvez que les résultats de cette conférence de Paris sur la Libye, que la vision égyptienne adoptée et révélée, si je peux dire, par l'Égypte il y a un an? Eh bien, la conférence qui s'est tenue à Paris sur la Libye revêt une importance toute particulière ces temps-ci.
parce que nous sommes à un mois près du premier tour des élections présidentielles qui vont se tenir en Libye. Et on voit déjà se profiler deux candidats majeurs, M. Haftar et M. Debeiba. L'Égypte insiste que ces élections doivent être libres et indépendantes, sans intervention étrangère, que ce soit par la Turquie ou par des mercenaires de manière officielle ou informelle. Et c'est l'essentiel de la question. La Libye, en fait, représente une importance particulière pour l'Égypte et pour le monde occidental, ne serait-ce que par la présence, par exemple, de la vice-présidente américaine, Mme Kamala Harris, la chancelière allemande sortante, qui a voulu insister et assister au débat et à la prise de décision. Donc c'est une conférence très importante et le message du président Sisi, je pense, a été très bien entendu, puisque nous sommes partie prenante et la partie la plus intéressée par la stabilité autour de nos différentes frontières, en particulier, bien sûr, la Libye, avec laquelle nous avons 1200 km de frontières. Mais si nous parlons de la Libye, nous ne pouvons absolument pas ignorer le rôle négatif que joue un pays comme la Turquie dans la déstabilisation de tout le bassin sud de la Méditerranée, en allant de l'Algérie, en passant par la Tunisie, puisque la Libye a un impact important sur la Tunisie aussi. L'Algérie n'est pas absente, elle a des liens assez étroits avec la Turquie. Tout cela impacte sur l'Égypte et sur les autres pays du sud de la Méditerranée, aussi bien que les pays de l'Europe du Sud, de la France, l'Italie, la Grèce et Chypre en particulier. Et malheureusement, la Turquie joue un rôle de déstabilisation beaucoup plus global, qui s'avère de plus en plus néfaste. Nous voyons le Turkish Airways transporter des réfugiés illégaux, des immigrants illégaux vers la frontière polonaise bélarusse pour déstabiliser un peu l'Europe occidentale. Contre quoi? Contre, bien sûr, éventuellement des concessions qu'ils recherchent ici ou là. Donc il y a une situation géopolitique, géostratégique importante en Libye, mais qui dépasse la situation, la confrontation dans l'est de la Méditerranée entre la France alliée dans ce domaine-là à l'Égypte, la Grèce et Chypre. Je me demande que fait l'Empire ottoman actuel auquel vise le président Erdogan au sud de la mer Rouge, de la Golfe d'Aden. Il ne faut pas oublier que l'Empire ottoman, tout de même, a dominé toute cette région, et il a même dominé la Crimée, dans la fameuse bataille de Sébastopol, où l'Empire ottoman a été battu par les Russes. Et donc, il y a ces rêves d'ambition démesurés. La Turquie joue les troubles faits dans la région. La Libye est une partie majeure de sa stratégie, mais n'est pas la seule. Mais l'Égypte appelle toujours, même à travers les messages présidentiels lancés dans la conférence de Paris sur la Libye, l'Égypte appelle toujours la communauté internationale à consolider les Libyens et appelle au départ des forces étrangères, appelle au départ des mercenaires et appelle également à ne pas intervenir dans les affaires intérieures des Libyens. Ici, permettez-moi de vous poser cette question. À quel point vous trouvez que l'existence de ces forces sur le terrain pèse dans ce processus électoral? Et à quel point vous trouvez que les élections vont aider les Libyens à arriver à la stabilité, à arriver à chasser le chaos? Eh bien, en toute franchise, j'ai beaucoup apprécié personnellement la déclaration du chef de l'État égyptien qui en a appelé au peuple libyen pour se solidariser et suivre l'exemple du libérateur de la Libye, Omar el-Mokhtar, qui a été fondu par les Italiens, lorsqu'il œuvrait par tous les moyens pour l'indépendance et les libertés du peuple. Donc c'était
c'était un appel de fond, un appel de cœur, je pense, un appel de logique, et j'espère bien que le peuple libyen va l'entendre et le mettre en application. Mais bien sûr que la présence de troupes étrangères turques ou paraturques, paramilitaires turcs ou turcs officiellement, et de mercenaires de divers pays, peut influencer le résultat des élections. Je ne suis pas tout à fait au courant du rôle de la communauté internationale. Je suppose qu'il y aura, par exemple, des observateurs internationaux du processus électoral qui va se tenir le 24 décembre. Je pense que c'est indéniable qu'il faut le faire. Mais nous n'avons rien entendu à ce moment-là dans l'application des Nations Unies ou d'organisations régionales pour observer le bon déroulement de ces... Donc il y a du chemin à faire, il y a du travail à faire, et éviter un glissement vers le retour aux armes pour déterminer la situation. Donc actuellement, les Libyens se trouvent entre la fin, si je peux dire, la fin des voies de bombardement et le début des voix des électeurs. Mais à quel point ou plutôt comment vous évaluez les candidats qui se présentent actuellement sur la scène libyenne dans cette course présidentielle? On a bien sûr, je n'ai plus que presque une minute. Donc on a Khalifa Haftar jusqu'à maintenant, le général Khalifa Haftar. Monsieur Debeba. Debeba va présenter ses papiers. Le fils de l'ancien dirigeant de la Libye, Muammar Kadhafi, ainsi de suite. Donc comment vous trouvez dans une minute seulement? Je pense que le Saif al-Islam, sa candidature, une fois l'on dit qu'elle a été rejetée par la commission électorale, une fois qu'elle a été acceptée, on ne sait pas, c'est pas très clair. Monsieur Debeba va se présenter, ou s'est déjà présenté, je pense, Monsieur Haftar aussi. Je préfère utiliser le nom de M. Haftar puisqu'il a renoncé il y a quelques mois à son rôle militaire pour se présenter comme un civil. Mais je pense qu'il y a un équilibre. Il y a un équilibre. Nous ne pouvons pas prédire pour l'instant la situation. La Libye est un pays très tribal où les tribus ont des alliances que nous ne connaissons pas toujours. Et l'on verra comment les diverses tribus à l'est et à l'ouest et au sud du pays vont demander à leurs partisans de voter. Donc la situation, à mon avis, est équilibrée. Il n'y a pas de partie gagnante dès le début. L'on verra comment ça va se passer. Monsieur Hani Abdelaziz, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications. Et bien sûr, les Libyens sont les plus gagnants de cette situation, de cette stabilité, de trouver les élections en tant qu'un instrument pour sortir du chaos. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. À la prochaine.